Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de 3 petits minimalistes de 11, 12 et 14 ans. Et oui, le petit dernier a eu son anniversaire hier. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un mode de vie, le minimalisme. Cette semaine, c'est une experte du minimalisme que je reçois, Mino Rakoto-Zandrini, auteure du livre Maman minimaliste elle-même depuis quelques années, qui va partager avec nous son parcours, comment elle en est arrivée là, comment elle vit son minimalisme au quotidien. Est-ce qu'elle a toujours été minimaliste ? Petit spoiler, non. Une discussion inspirante, pleine de bons conseils et de réflexions que je vous amène à écouter tout de suite. Et comme d'habitude, vous retrouverez la fiche méthode de l'épisode en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue sur ce podcast, Mino, ça me fait plaisir de t'avoir. Merci de m'inviter, Hélène. Je suis contente d'être ici. Comme je te disais en préparant un petit peu cette émission, moi, si j'ai voulu t'inviter, c'est que sur le podcast, j'aime bien inviter alors soit des pros qui nous amènent un éclairage sur un sujet connexe au minimalisme pour nous guider un peu sur notre pratique, comme j'ai pu faire sur les garde-robes minimalistes ou le zéro déchet ou d'autres sujets. Ou alors, j'aime bien avoir des gens juste qui partagent leur expérience du minimalisme sans forcément être experts de quoi que ce soit. Et avec toi, on a notre 2 pour le prix d'un, car tu es minimaliste toi-même avec ta famille, mais tu es aussi experte, autrice et plein d'autres choses dans lesquelles je vais pouvoir rentrer en détail dans 2 secondes quand je vais te présenter. Donc vraiment merci à toi de bien venir sur mon humble podcast. Bah, merci vraiment de m'inviter parce que j'aime beaucoup partager sur le sujet. Donc, j'étais contente quand tu m'as dit «Eh, viens à mon podcast». Donc je vais te présenter, puis tu me dis si j'ai dit des bêtises ou si j'ai oublié des choses. Alors, tu t'appelles Mino Rakoto-Zandrini, tu es de Madagascar et tu vis en France depuis tes 17 ans. Tu es l'autrice du livre Maman minimaliste qui est sorti il y a quelques années, en 2017. Tu es aussi blogueuse, coach, conférencière et créatrice de la communauté Apprentis Minimaliste sur Facebook qui compte un peu plus de 20 000 personnes. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Et tu es aussi maman de 3 enfants et bien entendu, tu es minimaliste. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai oublié des choses? Est-ce que j'ai déformé la réalité? Non, c'est bon, tu as bien résumé. Ils ont quel âge déjà tes enfants? 7, 9 et 13 ans. C'est ça, donc un petit peu plus jeune que les miens. Tu es heureuse propriétaire d'un adolescent. Oui, On devrait faire tout un épisode ado et minimaliste. Je pense qu'on ah aurait oui. beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc est-ce que pour commencer, du coup, tu pourrais, nous résumer ton parcours et nous dire comment tu t'es arrivée là-dedans? Comment tu es devenue maman minimaliste? Alors effectivement, la plupart des gens que je rencontre, sont déjà dans la surconsommation et veulent aller dans le minimalisme. Moi, mon parcours est un petit peu différent parce que j'ai vécu à Madagascar jusqu'à mes 17 ans et à l'époque, c'était vraiment pas la société de consommation là-bas. On réparait les choses, on réfléchissait avant d'acheter. C'était vraiment pas, ce qu'on a ici comme, société de consommation. Donc moi, j'ai grandi dans cet environnement et c'est après, en fait, à 17 ans que je suis partie, ici en France, avec, 30 kilos, de valises en tout et pour tout et pendant 5 ans, je vivais avec, 380 € par mois, ce qui ne fait pas beaucoup pour dépenser non plus. C'était parfait pour moi, j'ai économisé même 50 € par mois donc voilà, ne me demandez pas comment j'ai fait. Je sais pas si on serait capable de le refaire de nos jours, mais c'est déjà très impressionnant. Oh oui, mais bon, à l'époque aussi, c'était pas aussi cher que maintenant, hein. Et puis, à la fin de mes études, le stage de pré-embauche, 800 € par mois, là, c'était boum! C'était Noël. beaucoup. Ouais, Noël à chaque mois et c'est là où j'ai commencé à acheter parce que, j'avais ce plaisir de pouvoir m'acheter quelque chose que je n'aurais pas pu m'acheter avant. Parce que pour autant, quand on a préparé l'émission, alors après si j'ai peut-être mal compris, mais j'avais pas l'impression que tu étais dans la frustration non plus avant à Madagascar, hein? Non, j'étais pas dans la frustration. Je vivais ça vraiment, normalement. Mais, quand tu vis avec 380 € par mois et que là, tu as 800 €, là, tu te poses des questions: «Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter?» Et du coup, ça arrive comme ça, en fait et là, tu te dis: «Ah, je peux m'acheter ce truc-là, waouh!» Il y a des choses en particulier où enfin moi je sais que c'était les fringues quand j'ai commencé mes nouveaux mes premiers salaires. Il y a des choses toi en particulier qui t'ont Moi, c'était les livres. Aller à la FNAC, pour moi, le samedi après-midi, c'était vraiment un plaisir. Je revenais soit avec un livre, soit avec un DVD à chaque fois. J'avais pas de frustration avant parce que, justement, j'étais plongée dans les études et tout ça. Je n'allais pas beaucoup, voir les magasins et du coup, là, c'était vraiment, un plaisir d'acheter.
Mais c'est surtout de pouvoir me dire: «Ah, je peux m'acheter ce truc-là». C'était un luxe en plus et du coup, c'était me poser la question: «Qu'est-ce que je vais faire, de cet argent-là?» Et là, tiens, j'ai plus de temps, d'aller voir les magasins, je vais dépenser. Voilà. Je prenais plaisir sur l'achat. Je peux m'acheter ça, Le passage en caisse. le passage en caisse et après l'objet quand il arrive chez moi, bah, il perdait en attrait et c'est comme ça que, plus tard, je retrouvais des vêtements avec encore les étiquettes dessus. Tu te serais qualifiée d'acheteuse compulsive du coup? Oui, je pense que je l'étais, oui. C'était assez régulier, c'était, sur un coup de tête que j'achetais. Il y avait pas de véritable raison derrière, en fait. C'était pas parce que j'en avais besoin, c'était, pour le plaisir d'acheter, parce que c'était là. J'étais, vraiment Et dans alors, cette, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que, c'était bien gentil de dépenser ton salaire à la Fnac? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Stop» et tu es allée vers cette, démarche, minimaliste de simplification? c'était, quelques années plus tard où j'ai eu mon premier enfant et là, tous les parents vont comprendre à quel point les marketeurs sont très efficaces pour nous faire acheter plein de trucs pour, notre premier enfant. J'ai tout acheté, hein, le parc, la poussette 3, la combi 3, je sais plus même comment ça s'appelle. J'avais tout acheté et là, en fait, là, j'ai senti que j'étouffais. Il y avait trop de choses chez moi et c'est là où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et Sachant que tu m'as dit que toi, ton mari, lui, est plutôt minimaliste en plus à la base. Donc toi, oui, c'est oui. vraiment une démarche personnelle. C'est toi qui avais l'impression d'étouffer, autour de toutes ces choses-là. Oui, lui, il est, de base minimaliste. Il n'achetait pas, beaucoup, mais pour notre fils, c'est là où, on a beaucoup acheté. On a acheté des choses qui ne nous servaient même pas au final et c'est moi qui ressentais, l'étouffement à cette époque-là. On va revenir sur cette sensation d'étouffement et ce que tu as fait justement pour aller mieux. Comment tu l'expliques, toi, qui est quelqu'un qui est assez forte en analyse? Tu as grandi dans un environnement où, on va pas forcément valoriser, l'achat à tout prix et la société de consommation. Comment ça se fait que toi, en tant que nouveau parent, tu t'es fait, avoir par cette fameuse liste de naissance et par toutes ces choses-là qu'on nous a imposées au final? Pourquoi on est tombé dans le panneau? Tu arrives à te l'analyser ou pas? Oui, je pense que c'est le besoin de bien faire pour son premier enfant. Le premier, on arrive dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas, donc on veut être à tout prix à la hauteur et il faut savoir aussi que quand même avec les années que j'ai passées, déjà en France à l'époque, bah, je baignais de plus en plus dans la société de consommation et je trouvais ça de plus en plus normal. C'est comme si c'était une évolution normale de la vie pour moi d'avoir plus, que c'était, sur une checklist, c'est, avoir un canapé, check. Avoir ça, check. Cette accumulation, en fait, c'était normal, c'était le but de la vie, c'était, d'avoir une maison, toute équipée et patati et patata et du coup, à un moment donné, je trouvais ça normal. Mais c'est quand j'ai, lu le livre de Dominique Leroux, «L'art de la simplicité» qui, comme par hasard, ma sœur a acheté comme ça, et qu'elle a oublié chez moi. C'est là où je me suis dit: «Mais c'est vrai que j'étais mieux sans toutes ces choses-là» et c'est là où, je me suis, souvenue que j'étais arrivée à 17 ans avec, une valise de 30 kilos et que, des années, après, je me retrouvais dans une maison, avec un gros parc au milieu du du salon et pas mal de choses volumineuses, Et des choses qui pour, débordent, quoi. mon fils, quoi et voilà et mes vêtements aussi, hein. Pas que les choses de mon fils, mais mes vêtements, les trucs qu'on achète, tout le temps. Donc toi, tu as eu ce déclic-là, enfin un déclic, plus qu'un déclic, ça a été un rappel à ta réalité et à tes valeurs de base? Oui, c'est ça, c'était, vraiment pour moi un: «Ah oui, mais c'est vrai que c'était mieux sans tout ça» et je vivais comme ça et c'était bien, j'étais heureuse. Quand j'étais petite, c'était comme un retour à la source, quoi. Donc par rapport, je pense, à d'autres gens qui ont jamais vu l'autre côté du miroir, on va dire, ça pourrait paraître plus simple, passer à l'action. Tu avais déjà vu que vivre avec moins, c'était vivre avec mieux, comme je dis à chaque épisode. C'est vrai que j'avais, cet, avantage-là, si on peut dire, mais la société dans laquelle je vivais était quand même très, très forte dans la persuasion. Donc je luttais quand même contre les messages au quotidien de: «Achetez ceci, vous allez économiser si vous achetez», voilà, des trucs comme ça. D'accord. Et du coup, comment tu as fait? Tu as commencé par quoi? Quand tu t'es dit: «Allez, c'est bon là, on va revenir un petit peu, aux choses sérieuses». Ça s'est fait facilement? En 2 semaines, tout était fait? Même pas mal? Ou ça s'est passé un peu différemment? Non, justement, ça s'est pas passé en 2 semaines, ça s'est passé en années pour moi et j'ai commencé vraiment, petit à petit par, les vêtements et c'était à l'époque où, j'ai du coup, ouvert mon blog
parce que je cherchais voilà, des ressources en français sur le minimalisme et je n'en trouvais pas. Il y avait surtout des blogs anglophones sur le sujet. Donc, moi, j'avais besoin d'avoir le blog pour raconter ce que je fais et pour m'engager aussi à faire sortir les choses de chez moi. Donc, Oui, c'est des j'ai commencé témoins. Tu par étais en train de dire: «Moi, je vais là-dedans», donc il y a des gens qui te regardent, donc tu te sens un petit peu obligé de le faire. Oui, c'est ça. J'ai utilisé vraiment le blog pour motivation au début. Ça a bien marché parce que les premiers articles, c'était vraiment presque tous les jours où je me sépare de ça. Petit à petit, en fait, je suis allée sur des réflexions un peu plus profondes sur le sujet et ça a continué comme ça. Et moi, en fait, ça a duré des années parce que j'étais vraiment dans je prends un objet, je me demande est-ce que j'en ai besoin ou pas. Et vu que j'étais dans une maison qui était remplie, ça Ouais, ça a prenait pris du temps. du temps. Mais Mm. comment tu as fait pour rester motivée sur des années? Parce qu'on en croise, toi et moi, des gens qui, au bout, je te dirais même pas de 2 ou 3 mois de tri, si ça va pas aussi vite qu'ils veulent, ils laissent tomber. Comment tu as Mhm. réussi à rester motivée aussi longtemps? À un moment donné, il y avait les lecteurs, avec lesquels j'échangeais, ça me motivait. Il faut dire aussi, hein, que j'avais, des périodes de grand désencombrement et des périodes où je faisais des pauses. Parfois, je voulais, tout brûler. C'est une technique de désencombrement comme une autre, hein, tout foutre à la benne, mais on va pas la recommander, on va dire. Non, 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 je recommande pas. Je recommande d'y aller petit à petit parce que, il y aura peut-être des regrets sur certaines choses. Voilà, j'ai eu des témoignages aussi dans mon groupe, de regrets comme ça et du coup, voilà. Moi, je recommande aux gens qui veulent s'y mettre de prendre quand même du temps. Il y a des périodes où, ça va très vite, il y a des périodes où, ça va aller plus sur la réflexion. Et avec le recul, tu referais les choses différemment et si oui, tu les ferais comment? Non, je ferai les choses différemment et c'est ce que je conseille, aux gens qui suivent, mon blog et mes newsletters et tout ça, c'est de déterminer d'abord ce qui est essentiel pour vous avant de vous mettre au désencombrement. Parce que quand vous avez déterminé ce qui est essentiel, vous posez les yeux sur, une partie de votre chambre, vous enlevez tout de suite, ce qui ne rentre pas dans l'essentiel. Ce qui est différent que de prendre un stylo et de se demander: «Est-ce que j'en ai besoin demain?» Voilà, Beh, surtout, l'encombrement, c'est très souvent, pas tout le temps, mais très souvent un résultat d'une difficulté de prise de décision. On est face oui. à des gens qui savent pas quoi faire. Donc effectivement, si on leur demande de prendre une décision à chaque objet qu'ils ont entre les mains, on va pas aller au bout, c'est trop dur, c'est trop violent, Mmh. c'est trop compliqué. Donc ça, c'est ta recommandation. On regarde d'abord l'essentiel et après du coup, le superflu te saute à la figure, c'est ça le but? Oui, c'est ça et c'est plus rapide dans ce sens-là. Et du coup, c'est ce que tu fais quand tu fais tes tris, on va dire, réguliers, c'est la même chose en fait? Les tris réguliers, là, par exemple, surtout avec les enfants, c'est, les vêtements. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai gardé tous les premiers pyjamas de mes enfants, celui qu'ils ont mis à la maternité et après pour tous les autres, j'ai des amis qui ont des enfants juste un peu moins âgés que les miens et du coup ça part assez vite. Voilà. Alors moi, c'est si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui veulent faire du désencombrement, trouvez-vous des amis qui ont des enfants plus jeunes. C'est la Mmh. meilleure manière, C'est c'est ça. tellement plus simple. C'est comme quand nous, on n'achète que des choses de seconde main. Si tu veux acheter de seconde main, trouve des amis qui ont des enfants un petit peu plus vieux. C'est toujours beaucoup plus simple. Donc Oui. c'est un peu ça. Tu aimes les livres? Trouve des amis qui sont de gros lecteurs et qui peuvent t'en prêter. Donc voilà, choisissez bien votre ami. Alors donc on avance un petit peu dans ton histoire. Tu as fait, ce désencombrement sur des années. Quand est-ce que tu as commencé à te dire: «Bah ouais, mais en fait, je suis minimaliste»? Parce que je sais que moi, on se l'est pas dit avant longtemps. On s'est rendu compte après. Quand est-ce que Mino a fait place à maman minimaliste? Je dirais que c'est à partir du moment où, je considérais, le shopping comme, une contrainte. À un moment donné, c'est devenu une contrainte, genre: «Ah, j'ai pas envie d'aller au magasin» et puis, passer des heures à arpenter les allées, à chercher, quelque chose. Je pense que c'est à partir de là que je me suis dit: «Ah tiens, je pense différemment». Bah, du coup, j'aimerais bien que tu enchaînes sur ta définition du minimalisme, parce que c'est vrai que quand j'en parle avec les gens autour de moi, ils pensent juste, bah, être minimaliste, c'est pas avoir grand-chose chez soi et c'est tellement enfin, toi et moi, on le sait, c'est tellement plus grand que ça. Le fait d'avoir peu autour de nous, c'est l'aspect visible du minimalisme, mais c'est pas le minimalisme. C'est quoi, toi, ta définition? Moi, je reprends, toujours la définition de Joshua Baker. J'adore comment il le dit. Il dit, «Le minimalisme est la promotion intentionnelle des choses auxquelles nous accordons le plus de valeur et la suppression de tout ce qui nous en détourne». Ouh! Ouh, celle-là, je J'adore. Ouais. l'écrirai, je la mettrai dans la fiche méthode pour Mmh, que les gens puissent la relire. Tu peux nous la ouais. redire une fois?
Le minimalisme est la promotion intentionnelle des choses auxquelles nous accordons le plus de valeur et la suppression de tout ce qui nous en détourne. Tu t'y es retrouvée dans cette, définition-là? Oui, je pense que c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment pas le je vis avec 50 objets. Ça me correspond pas. Sa définition à lui, ça me correspond mieux. Ce n'est pas vivre avec 50 objets parce que j'ai des enfants. J'aime bien vivre dans une maison. Et Tu bien avoir de la décoration au mur? non, j'en ai pas, Ah mais ah oui, non, c'est vrai, j'avais vu en visio, c'était très, zen chez toi. très blanc ou très hôpital, comme Mais c'est diraient parce que certains. sinon tu es obligé d'aller, dans les magasins pour le faire et ça te saoule. Je mettrai quelque chose quand je trouverai quelque chose Oui, c'est pas qui est mettre assez. pour mettre, c'est plus acheter pour acheter. Oui, c'est ça. Voilà, tu préfères, ne rien avoir que d'avoir un truc, qui va te coûter du temps, de l'énergie et Mm. et tout ça, alors qu'en fait ça te plaît qu'à moitié. Et sans pour autant me priver sur en avoir. Tu vois, c'est là la différence avec les minimalistes extrêmes. Alors dis-moi, c'est un petit peu ça, parce que moi j'ai pas encore croisé de minimaliste en burn-out. Je sais pas si tu en as déjà croisé? Quand en fait on s'enferme dans des choses qui deviennent très, très rigides. Pour moi le minimalisme justement ça peut pas être rigide parce que nos vies Mm, évoluent, on a des enfants, ils sont petits, après ils sont grands, après ils quittent la maison, on change de mm, travail, on change de pays pour nous ou pour toi aussi. Heu, mm. il y a plein de choses qui changent, donc forcément notre manière de vivre le minimalisme, il change avec. Tu as rencontré, toi, des gens qui étaient un peu prisonniers de ça? Ou est-ce que ça t'est arrivé, peut-être, toi, à des moments, d'être «prisonnière», entre guillemets, c'est un bien grand mot, de tes dogmes minimalistes ou pas? Peut-être qu'à un moment donné, je voulais être minimaliste extrême, genre vivre avec moins de 100 objets, moins de 50 objets. C'était vraiment, il faut que je trouve un outil multifonction qui râpe la carotte et qui fasse le ménage en même temps. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, non, 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 en fait là, ça revient à redonner de l'importance aux objets et c'est vraiment tout le contraire de ce que je veux. Donc c'est là où je me dis non. En fait, c'est vraiment lâcher prise sur les objets, en fait, qu'il faut. J'adore parler avec toi, comme ça tu me dis des trucs. Je fais: «Mais oui, mais cette dame a raison, il faut que tout le monde écoute ce qu'elle dit». C'est ça, c'est de se donner de l'importance aux objets. Effectivement, si tu crois dans l'objet salvateur, Mmh. parce qu'il va t'aider à t'occuper mieux de ton gamin ou il va t'aider à voilà, si j'ai ces chaussures-là, c'est sûr que je me mettrai au jogging, hein. Je sais pas si tu es déjà tombé dans le piège, mais on l'a tous fait. Oui, Ah bien sûr. voilà, c'est pas un problème de motivation, c'est un problème d'équipement. Donc oui, l'objet salvateur, toi tu voyais la salvation, non mais si j'ai l'objet multifonction qui peut faire à la fois le repassage et sortir le chien, ce serait bien. Mais oui, ça devient une obsession pour un objet, même Mmh. si ça en t'en a plus, quoi. Ouais. On arrive bientôt sur la fin de la première partie de l'émission sur ton parcours, on va dire personnel et la manière dont tu vis le minimalisme. J'aimerais finir, parce qu'on est chez Femmes Minimalistes. Est-ce que tu penses que le fait d'être minimaliste, est-ce que tu penses que ça affecte ta manière d'être parent et si oui, comment? Oui, 1000 fois oui. Heu, Grand oui. grand oui. Je pense que, je suis plus zen dans le sens où, je n'ai pas toutes ces choses, sur lesquelles je dois décider quelque chose, réparer, organiser. Heu, on a moins de d'objets quand on est, minimaliste du coup, je suis plus sereine et du coup, bien sûr que ça a, un impact, dans ma vie de famille. Un truc en fait qui m'avait, fait un déclic, à l'époque, c'était que mon fils, il avait déjà grandi, j'étais dans la réflexion du minimalisme et j'avais encore, beaucoup d'objets parce que voilà, ça m'avait pris des années et il m'avait demandé à jouer avec lui et là, je lui avais dit: «Attends, je dois encore faire le ménage». Et là, j'ai eu un recul sur ce que j'ai dit. J'ai remarqué que je disais beaucoup «attends» parce que je dois ranger, «attends» parce que je dois m'occuper d'un objet, en fait. Je ne dis pas qu'il faut être 100 pour ses enfants, mais je me suis vraiment rendu compte que je le disais un peu trop souvent. Et par rapport à tes enfants, tu es comme moi, tu as 3 enfants, donc Mmh. forcément 3 personnalités différentes, donc Ouais. 3 rapports au minimalisme différents. Ah, Il y très a 2 différent. semaines, j'ai fait un épisode avec, Anaïs qui est coach parental et on a parlé de la transmission de nos valeurs minimalistes à nos enfants. Tu crois que ça a infusé quand même? Ou tu vas malgré tout, à ton corps défendant, créer des monstres de consommation dans l'avenir? Bah, je pense que l'avenir, nous le dira, mais en tout cas, je pense que le message est passé. Oui, à un moment donné, mon fils me demandait, «Mais pourquoi tu ne veux pas, avoir beaucoup de choses, maman?» Donc voilà, je pense que
le message passe quand même et que, les discussions, avec mon ado surtout, lui qui est plutôt dans le sens, j'ai pas envie de me séparer des objets parce que les pauvres, où est-ce qu'ils vont partir après? Il a une relation, avec les objets comme ça, mais j'ai trouvé la parade. Je lui dis: «Oui, c'est plus de ton âge, donc on va passer à ton frère» et en fait, le petit frère, lui, il est minimaliste Ah ouais, donc et lui, c'est en fait, c'est la benne quoi, à la fin. bah, Lui en fait, lui, il peut jouer avec un temps, mais après, très vite, il me dit: «Non, j'en ai plus besoin» et c'est un enfant de 9 ans qui n'a plus un seul doudou. d'accord, oui, ce qui est assez rare. Moi, c'est qu'il est Oui. très bien dans sa peau ton gamin, parce que pas de doudou. Je dis ça, j'enregistre dans la chambre de mon dernier qui a ses fameuses 112 peluches, donc je suis très impressionnée. Bien, alors merci en tout cas de nous avoir, livré autant de choses sur ta démarche et pour ces petites, pépites que tu as pu, glisser ça et là. Je voulais maintenant que tu mettes ta casquette professionnelle parce que tu as un blog, tu as un groupe et tu as un livre. Je parle à une autrice quand même, je suis hyper impressionnée. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Tu écris un blog et puis d'un coup, bah, tu as un livre, normal quoi. Comment ça s'est fait cette histoire? En fait, à l'époque, quand j'ai commencé mon blog, c'était surtout, pour, partager sur mon parcours et à un moment donné, en fait, les gens me demandaient des conseils et j'ai plutôt écrit, des réflexions sur la vie minimaliste, des petits trucs et astuces, des how to et du coup, j'ai eu 2 maisons d'édition qui m'avaient contactée à l'époque et donc Éditions Idéo qui avait demandé à ce que, je mette, par écrit, en fait, les conseils que je mettais sur le blog. On y trouve quoi dans ce livre? C'est une méthode, c'est des réflexions, c'est un petit peu des 2. C'est une réflexion déjà sur, le minimalisme, sur notre vie actuelle, hein, dans la société de consommation et comment le minimalisme peut être une réponse à tout ça pour vivre mieux et après, il y a une partie, vraiment pratique sur, comment, désencombrer sa maison. Et ça, c'est dur à trouver. J'en ai lu des livres sur le minimalisme. Alors comme tu dis, moi je les ai lus, qu'en anglais et c'est très compliqué de trouver un livre qui est à la fois de la méthode ou de la réflexion. Parce que juste de la méthode, si on ne travaille pas sur la réflexion de pourquoi on fait les choses, Mmh. bah, au final, oui, on va réussir à vider sa maison, mais on va la remplir, en 2 fois plus de temps enfin oui, en 2 fois moins de temps qu'il nous aura fallu pour la vider. Et par contre, si on n'a que la réflexion, bah, des fois, il y a des gens, ils ont besoin aussi de choses pour passer à l'action. La réflexion, ça va pas toujours, assez loin. Donc toi, tu fais un peu les 2. Tu aides vraiment les gens de manière très complète dans leur démarche. Tu as dû être tellement contente, toi qui disais à quel point, bah, les livres, c'était important parce que comme tu disais, Ouais, quand tu as acheté des choses, c'était à la Fnac que tu allais, c'était pas chez Zara. ça. Donc, pour quelqu'un qui passait sa vie à la Fnac, je suppose que te voir éditer, ça a dû être un très grand moment dans ta vie? Ah bah, c'était un rêve de petite fille. Moi, j'ai grandi à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques. Il y avait, le centre Albert Camus où j'allais tous les mercredis. Je me souviens vraiment d'un moment où j'ai pris un livre et je regardais comme ça et je me dis: «Ah, qu'est-ce que ce serait bien que mon nom soit écrit sur un livre». C'était un rêve de petite fille, mais je pensais que c'est pas réalisable à Madagascar. Écrire un livre, ça paraît tellement, un rêve fou. Une fois que j'étais arrivée ici, que j'avais cette expérience et que j'avais quelque chose à partager et que quelqu'un trouve l'intérêt à ce que je le partage dans un livre, c'était le rêve. Moi, je Ouais, suis très, très mmh, impressionnée parce que oui, j'aime beaucoup les gens qui font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et là, c'était même pas: «Je vais le faire», tu en rêvais, tu l'as fait. Je suis très impressionnée par ton parcours. Donc de ton blog est né un livre, de ton blog est aussi né un groupe, une vraie communauté de plus de 20 000 personnes quand même. Tu es coach, tu es conférencière, tu es très, très calée sur le sujet. Quelles sont les difficultés qui reviennent le plus souvent quand les gens parlent avec toi de cette recherche de vivre avec moins? mmh. Quelles sont les principales barrières? Il y a des choses qui reviennent? Celui que je vois le plus souvent, c'est, je ne peux pas être minimaliste parce que mon conjoint, il accumule tout. Ça revient souvent en fait, c'est de se trouver une excuse. On aimerait bien, y aller, mais on a, cette excuse-là, à côté. Donc, C'est pas moi, c'est l'autre. Et tu réponds quoi à ça? Changer de mari? non, 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 pas du tout. Je pense quand même qu'il fait partie de l'essentiel, non? Mais, Normalement, si quand on a fait après cet exercice de réflexion, on se rend compte qu'il est dans la case, superflu, bon, c'est autre chose. Mais c'est pas la faute de Minot. oui, c'est pas ma faute, hein. J'ai dit de le garder. Oui, ce que je réponds, à ça, en général, c'est que c'est le minimalisme, c'est un cheminement personnel. Donc commencez d'abord par ce que vous avez, vous, vos habits, vos propres livres, vos produits de beauté. Tes trucs de bricolage, tu allègues Voilà. devant ta porte, en fait, d'abord. Oui, c'est C'est un ça. peu toi, tu le dis plus gentiment que moi. C'est la différence entre toi et moi. Toi, tu es conférencière, moi j'ai un peu de classe. Il y a d'autres choses, il y a d'autres mensonges qu'on se raconte, régulièrement ou pas? Oui, il y a des gens qui disent aussi: «Est-ce que c'est pas plutôt une contrainte?»
Est-ce qu'il y a pas trop de Heu, privation? Est-ce qu'on n'est pas en train de se oui, priver? voilà, privation, oui. La vie est courte, j'ai pas envie de me priver et c'est là où je dis, mais justement, enlever tout ça pour pouvoir profiter de la vie parce que là, avec plein de choses, ben, on s'occupe surtout des objets ou des trucs, inutiles dans notre vie et si vous voulez, profiter de la vie, passez par la case minimaliste pour pouvoir, profiter de la vie. Tant que je t'ai sous la main, j'ai une question, parce que moi je suis assez radicale, j'ai tendance à dire: «On n'a jamais de regrets», mais toi tu l'as évoqué au début de l'épisode. Qu'est-ce que tu Mmh. dis aux gens qui ont peur de regretter? Alors pas de vivre d'une vie minimaliste, parce que ça je pense que les gens qui regrettent ça, il y en a pas beaucoup, Mmh mh. mais regretter de s'être séparés peut-être trop vite de certaines choses? Sachez qu'on garde beaucoup de choses parce qu'on se dit au cas où. Le problème des au cas où, c'est que ça ne se produit pas dans 95 des cas. Si on dit beaucoup de au cas où, on va se retrouver avec plein de choses chez nous et on va pas se désencombrer. C'est là le souci, c'est que en gardant toutes ces choses-là, on gâche notre bien-être. Oui, puis c'est gâcher ton bien-être de maintenant parce que tu as peur que dans le futur, tu vas peut-être regretter un truc. Il y a beaucoup cette peur du manque dans le désencombrement et là, il va falloir regarder un petit peu plus qu'est-ce qui se cache derrière. Si vous avez peur de regretter plus tard, sachez que le cas où vous allez peut-être avoir besoin de cet objet-là n'arrivera peut-être pas. Et il serait peut-être plus utile que quelqu'un s'en serve. Ça fait peut-être partie de l'essentiel de quelqu'un là maintenant, au lieu que ce soit votre superflu à vous. Super petite, pépite encore, merci Mino. Alors on arrive doucement à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a, allez, un conseil, je sais qu'elle est dure cette question, mais un Mmh. conseil que tu donnerais aux gens qui t'ont écouté, qui disent: «Allez banco banco, je veux me lancer, mais je commence par quoi Mino?» Je l'avais dit déjà tout à l'heure, mais déterminez vraiment ce qui est essentiel pour vous. Là, ça paraît très philosophique, hein, dit comme ça, mais tous les matins, vous ouvrez les yeux. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'aller à la douche. Vous entrez dans votre douche. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un savon. Vous avez besoin d'une brosse à dents, d'un dentifrice. Et listez vraiment les choses comme ça. Vous avez besoin après de vous habiller. Finalement, la fréquence de vos lessives, c'est une fois par semaine, par exemple. Donc, vous avez besoin d'environ 7 tenues. Qu'est-ce qui rentre dans ces 7 tenues? Et comme ça, en fait, quand vous avez déterminé l'essentiel comme ça, ce sera plus rapide de repasser dans la salle de bain et de ah tiens, tout un stock de gel douche. De produits d'échantillons, à moitié périmés de toute façon, qu'on n'utilise jamais. On avait plein de crèmes hydratantes et en fait, on utilise toujours la même parce que les autres, on n'aime pas trop la texture ou pas l'odeur, mais on le garde. C'est ça. C'est on essaye de rendre le truc vraiment très concret. Super. J'aime beaucoup les conseils très, très concrets et là, on est vraiment dans le concret. Est-ce qu'on a oublié des choses ou est-ce qu'il y a encore des messages que tu as envie de faire passer? Oui, peut-être un petit message en disant que vous avez déjà toutes les connaissances sur le minimalisme en écoutant le podcast Femme minimaliste. Merci, merci. Vous n'avez pas besoin de lire plus ou de connaître plus et tout ça. Vous pouvez commencer là maintenant et vous aurez peut-être besoin de motivation plus tard en réécoutant les podcasts et tout. Mais en fait, c'est une méthode qui enlève quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'acheter un objet pour pouvoir mieux désencombrer chez vous. Vous n'avez pas besoin de savoir 10 000 choses. 10 000 choses C'est pas dessus. c'est Donc, pas vous pouvez réservé aux commencer là. initiés. Alors, j'aime Mm. beaucoup parce que toi, tu es quand même quelqu'un qui coach des gens et qui vend des livres et tu es en train de dire qu'ils ont pas besoin de tout ça. Bravo. Ouais, parce que Non, mais tu as j'étais raison aussi pour s'y dans. mettre. Après, forcément, si on est Mm. bloqué, il y a des outils et on peut aller plus loin. Oui. Si on veut aller plus vite, se faire accompagner, forcément, on gagne du temps. Mais pour se lancer et pour s'y mettre, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on peut le faire maintenant, une fois qu'on a fini d'écouter cet épisode. Ne cherchez pas d'excuses. Allez-y. Nice. Alors, si on a quand même envie de mettre le nez dans ton livre et de savoir ce que tu fais, où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on trouve ton livre? Où est-ce qu'on trouve ton blog? Où sont toutes ces choses-là? Mon blog, il est en refonte actuellement, donc je suis en train de remettre les anciens articles. C'est mamanminimaliste.com. Sur Facebook, c'est Maman Minimaliste aussi. Et le groupe, c'est Apprenti Minimaliste. Je suis aussi sur Instagram. De toute façon, je mettrai dans la description de l'épisode tous tes liens, comme ça, s'il y a des gens qui ont des questions à te poser et veulent continuer ou commencer une conversation avec toi, ils sauront où te trouver. On va également, je vais mettre dans la fiche méthode de cet épisode toutes ces petites pépites que tu as pu distiller tout au long de l'épisode sur toutes ces réflexions-là. Merci beaucoup. Mino, ça a été un
plaisir absolu. Je pense qu'on refera des épisodes, que tu le veuilles ou non, sur des thématiques plus précises, Oui, avec plaisir, Hélène. hein. Je t'aurai, d'une manière ou d'une autre, je t'aurai à nouveau sur le blog. Je te remercie beaucoup Mino, je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, Hélène. Excellente fin de journée à toi aussi. Ciao. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez rentrer en contact avec Mino ou acheter son livre, tous les détails sont en description. Merci encore pour tout votre soutien et vos messages que je reçois via mon adresse mail ou bien sur ma page Instagram. J'ai même été reconnue pour la première fois dans la rue aujourd'hui. Merci de cet échange, merci de vos retours positifs. Si vous n'avez pas encore pris le temps, vous pouvez me mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.